the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue donc de visiter ou de revisiter la filmographie, j'allais dire le musée, mais le cinéma de Hong Sang-soo, c'est tout sauf un musée. On pourra peut-être en parler pendant l'émission. Et Hong Sang-soo, je rappelle, cinéaste sud-coréen, stakhanoviste de la pellicule dans un premier temps, puis ensuite du numérique. Maintenant, les films sont faits en numérique, mais ça reste toujours du cinéma, bien évidemment. Son 10e film, Ahaha. Alors, comment peut-on le prononcer? J'en sais rien, je le fais de cette manière, beaucoup d'inventivité. Voilà, et parce que, comme disait Mathieu Macheret dans son très beau papier qu'on peut trouver dans Criticat, ça annonce déjà la couleur. Et effectivement, c'est une comédie un peu particulière. Et pour en parler aujourd'hui, un critique de cinéma qui s'appelle Jérémy Quick et qui collabore pour une revue importante à mes yeux et qui, en tout cas, on l'a déjà nommé, on l'a déjà évoqué sur Microciné. D'ailleurs, deux de ses membres fondateurs sont venus en parler, puis il y a eu d'autres critiques aussi. Et je pense au Rayon Vert, voilà, le Rayon Vert. Et je salue Guillaume et Thibaut ainsi que toute l'équipe pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et avant de demander, de saluer et de demander comment va mon invité, je voulais juste préciser une chose qui a son importance, c'est que je ne suis pas le seul à questionner l'ensemble de la filmographie de Hong Sang-soo. Il y a d'autres revues, d'autres personnes le font. Et il s'avère que le Rayon Vert a consacré un cycle important à Hong Sang-soo. Donc, dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le lien que je vous mets à disposition et vous allez tomber sur beaucoup d'articles concernant le cinéma de Hong Sang-soo. Voilà, je referme cette parenthèse. Je pense avoir tout dit. Sauf une chose, comment vas-tu, Jérémy? Oui, bonjour Samir, je vais très bien, merci. C'est un grand bonheur d'être ici après avoir regardé Microciné tellement de fois comme spectateur, cette fois-ci d'être ici comme invité et bien sûr d'être ici de suivre les pas de nos amis du Rayon Vert en espérant ne pas être trop indigne d'eux. Je te remercie pour ton soutien. Alors, le film, c'est un film qui est sorti en 2011 en France, mais qui date de 2010. Il a été tourné en 2009. Il est allé à Cannes en 2010. Il a eu un prix. Il est allé à Cannes, il a été sélectionné pour un certain regard. Il a eu donc le prix Un certain regard. Et donc ça, voilà, ça c'est dit. Et pour aller encore beaucoup plus loin, j'aime bien lire le synopsis que je trouve sur Wikipédia avec l'idée de le déconstruire pendant toute l'émission avec mon invité. Donc, qu'est-ce que ça dit sur Wikipédia? Ça dit qu'il y a un réalisateur qui s'appelle, alors pardonne-moi pour les prononciations, Jo Moon-kyung, qui prévoit de quitter Séoul et la Corée pour vivre au Canada avec sa tante. Et quelques jours avant son départ, il rencontre son ami Bang Young-sik, qui est critique, et donc ils mangent et boivent des coups. Et ils se rendent compte qu'ils se sont rendus en même temps dans la petite ville balnéaire coréenne de Dongyong, dans la province de Gyeongsang du Sud, et qu'ils y ont rencontré et se sont liés d'amitié avec les mêmes personnes. Alors voilà, ça c'est le synopsis. Et puis ensuite, il se passe bien évidemment beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, moi, j'ai envie de savoir un peu comment s'inscrit ce cinéaste dans ton histoire du cinéma. Comment l'as-tu rencontré? Par quel film? Est-ce qu'au départ, ça a été une évidence ou ça a été un peu compliqué? Et puis ensuite, et dans un deuxième temps, nous expliquer un petit peu ce film, dans la filmographie de Hong Sang-soo. Je rappelle que c'est son 10e film. Je t'en prie, Jérémy. Oui, merci. Donc, oui, Hong Sang-soo, je l'avais découvert pour l'anecdote avec In Another Country, parce que je crois qu'il était dans un top 10 des cahiers du cinéma. Et ça m'avait, je n'en attendais rien de spécial et ça m'avait beaucoup marqué pour le côté ludique, avec le jeu des variations temporelles, la même histoire qui se répète. Et voilà, puis je n'ai pas forcément approfondi sa filmographie tout de suite après. Et avec les années, je suis retombé sur lui. Et oui, il a été important pour moi pour ce côté très réaliste, très proche du réel, à un moment où pour moi, j'ai commencé à découvrir ce que le cinéma pouvait apporter dans ce rapport au réel, mais en y apportant ce côté ludique, ce côté léger, ce côté comique.
Ça a été dans un premier temps ce qui m'a beaucoup plu. Et ensuite aussi, au fil des films, et notamment de ces derniers films, un certain rapport à la simplicité et bien sûr à l'épure qui me touche beaucoup, et le fait d'arriver à faire passer beaucoup de choses avec très peu de moyens. C'est quelque chose qui me touche beaucoup chez lui. Voilà, et puis le film qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, je n'avais pas pu le voir à l'époque. C'est l'un des derniers que j'ai pu découvrir en retard, et voilà, qui m'a beaucoup parlé. Et donc quand tu m'as proposé une liste de films possibles, je me suis dit que ce serait une bonne idée de pouvoir revenir sur celui-là. Alors, avant qu'on commence à sonder, à explorer ce film assez étrange, peut-être, est-ce que, de manière un peu générale, est-ce que chez Hong Sang-soo, est-ce qu'il y aurait cette sensation que tout est possible chez lui? Ah oui, voilà une bonne question. Une sensation que tout est possible. Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. En même temps, on se sent toujours voilà, à la maison. On reconnaît toujours des motifs, des éléments, et ça nous fait plaisir de les retrouver. Mais en même temps, oui, en tout cas pour moi, il arrive toujours à proposer, voilà, des petites variations, un petit pas de côté, mais qui ont toujours beaucoup de sens, qui racontent beaucoup de choses. Et oui, et je pense qu'on peut effectivement aussi lui donner ce compliment que tout est possible au moment où on regarde le film, où on ne sait jamais non plus exactement à quoi s'attendre. Je pense notamment parce qu'on sait qu'il peut y avoir de l'ivresse, il peut y avoir du rêve, il peut y avoir des retours. Donc, je pense que c'est un beau compliment qu'on peut lui faire. Mais je ne sais pas si c'était ça le sens de ta question. Non, si, c'était bel et bien ça. Alors, pour chaque film de Hong Sang-soo, il y a toujours une expérimentation, en tout cas de la part du cinéaste, qui nous donne un petit peu le ton, la position du cinéaste à ce moment-là face au cinéma. Et le film commence par et d'ailleurs, il y en aura aussi énormément pendant le film, parce que c'est un peu le fil conducteur. C'est toujours très beau dans les films de Hong Sang-soo comment ça raconte les histoires, comment les histoires sont racontées. Et là, pour le coup, ces deux amis, l'un est critique de cinéma, peut-être, ou critique, en tout cas, il est critique, et l'autre est cinéaste, et se racontent donc des souvenirs de leurs dernières vacances. Et ce qui est très intéressant, c'est que Hong Sang-soo utilise des photogrammes. Oui. Donc, on est en noir et blanc, déjà, d'une part, et puis ce sont des photogrammes. Et on les entend en voix off, et à chaque fois, on y revient, une sorte de moteur comme ça de la narration en devenir, et à chaque fois, ça se termine par un chin-chin. Donc, ils boivent à chaque fois à la santé de l'histoire qu'ils viennent de raconter. Comment on pourrait expliquer ça, cette forme de narration, dans un premier temps? Oui, effectivement, c'est ça le premier élément qui m'a frappé en découvrant ce film. Donc, cette structure et ce décalage entre les images de ce qu'on pourrait appeler le présent, qui est donc en photo, en noir et blanc, et le reste du film, qui est en couleur, en mouvement. Et c'est surtout frappant, je pense peut-être encore plus comment on le découvre aujourd'hui, après avoir vu d'autres films où le cinéaste s'est amusé avec des expérimentations similaires, par exemple dans The Novelist Film, qui joue aussi avec un moment le noir et blanc, la couleur, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Moi, ce que ça m'a raconté en premier lieu, c'est donc le fait que du coup, dans mon ressenti, les images du passé sont plus vivantes que les images du présent, si je peux l'exprimer ainsi. Et donc, ça m'a ramené à, pour utiliser un grand mot, à une expérience proustienne du temps retrouvé. Donc, le fait que
si maintenant, dans le présent, je raconte mon souvenir, eh bien, c'est en fait de cette manière-là que je peux vraiment le comprendre, que je peux le sublimer et le vivre, peut-être le vivre de manière aussi intense que dans le passé. Donc, j'ai trouvé ça très touchant, très beau, et encore une fois, avec des moyens tout simples, sans aucun... Voilà, en restant dans la simplicité. Et ensuite, dans un deuxième lieu, ce dont tu parlais, que c'est toujours très intéressant de voir comment on raconte les histoires, et donc ce plaisir de raconter des histoires que nous aimons quand on va au cinéma, écouter une histoire, se mettre dans la peau des personnages. Et j'ai trouvé ça très beau de mettre ça en parallèle avec le fait que nous avons tous fait un jour d'être sur une terrasse avec un ami, peut-être avec quelques verres, et de raconter les histoires qui nous sont arrivées, exemplairement les histoires de vacances, et donc de nous dire que cette expérience-là d'amitié est finalement de la même nature, de la même essence que l'expérience d'un récit de cinéma. Voilà, tout ça m'a semblé déjà très beau, très touchant. Et pour finir, peut-être une petite digression. Je pense qu'il y a une cinéaste qui a pu s'en inspirer, c'est Sophie Le Tourneur. C'est connu que Sophie Le Tourneur admire Hong Sang-soo, mais à ma connaissance, on n'a pas vraiment parlé de ce film-là en particulier. Et ça m'a frappé de voir Haha après Les Coquillettes, et surtout après Voyage en Italie, qui fonctionne aussi avec le fait que c'est le couple dans son lit qui se remémore le voyage en Italie, les vacances du passé, et le film qui joue avec ce décalage entre le présent, le passé, les souvenirs. Voilà, donc je trouvais ça aussi un petit parallèle intéressant à faire. Voilà. C'est ce motif-là de la narration racontée selon plusieurs points de vue. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans l'œuvre de Hong Sang-soo. Et d'ailleurs, lui-même le disait que ça fait partie de la vie, à savoir qu'on peut raconter plusieurs fois la même histoire. Plusieurs personnes racontent la même histoire, elle sera différente à tout point de vue, et c'est ça qui l'intéresse finalement. Dans ce film, ça raconte quand même ça se remémore des souvenirs, donc très logiquement, on ne sera pas forcément dans une véracité totale. Est-ce que et je trouve, et c'est là où je veux aller, c'est là où j'aimerais vous y emmener, c'est que j'ai pas cette sensation dans le film qu'il y ait des oublis, qu'il y ait peut-être de la facilité, qu'il y ait du fantasme. Non, j'ai l'impression que les souvenirs qui sont remémorés sont réellement intacts. J'ai cette sensation-là, de parce que le film nous montre. Oui, je suis d'accord. Oui, je pense que le personnage le dit au début. Nous nous sommes rendus compte que nous avons été au même endroit en vacances. Nous avons décidé de nous raconter nos souvenirs, mais en gardant seulement les bons souvenirs. Je crois que c'est ça qu'ils se disent. Mais bon, nous, ce qu'on voit à l'écran, on ne les voit pas toujours sous leur meilleur jour ou dans les meilleures postures. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu d'ironie là derrière. Alors, je vais être très transparent, c'est que nous avons un peu discuté, un petit peu, vraiment un tout petit peu, via Messenger, et tu m'as proposé quelques pistes de réflexion et que j'ai trouvé vraiment intéressantes, et je vais me permettre de les utiliser, voilà, en insistant beaucoup sur le fait que celles et ceux qui nous regardent, c'est Jérémy qui a pensé cette structure-là, et donc voilà, pour le coup, j'ai envie d'utiliser ces 2-3 points que tu soulevais. Je rajouterai d'autres éléments que j'ai mis de côté, mais ça m'intéresserait. Alors, dans un des premiers points, tu parlais beaucoup du mélange je te cite, entre le présent. Alors, ce sont des notes que tu m'as envoyées. Je préfère dire. Et donc, c'est un mélange entre présent, entre parenthèses, en photo, donc ce qu'on disait noir et blanc, et les souvenirs en couleur. Est-ce que, et c'est ce que tu disais dès le début de l'émission, est-ce que les souvenirs en couleur montrent
je vais être. Alors, ce qui est en noir et blanc et qui est censé représenter le présent donnerait pour Aung San Suu quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de la médiocrité. Et peut-être que les souvenirs en couleur rappellent, renvoient à beaucoup d'éléments. Alors, médiocre, c'est un mot peut-être très fort, mais à beaucoup de choses qui seraient peut-être des choses négatives, mais qui offriraient la possibilité à Aung San Suu de montrer réellement l'humain dans toutes ses formes. Voilà. Oui, je pense que c'est très juste. Oui, je ne sais pas si je pense médiocrité pourrait fonctionner, en tout cas peut-être aussi la lâcheté, ou en tout cas le rapport entre ce que les personnages essayent d'être, se racontent, prétendent être, et la médiocrité ou la lâcheté qui se cache, qui peut se cacher là derrière, jusqu'au plus pathétique. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose au travail dans ce film-là. Et oui, et sans doute que du coup, utiliser la structure du souvenir, du récit raconté, participe à cet élément, où l'idée de dire qu'on aime toujours raconter les histoires qui nous sont arrivées, un peu nous mettre en scène comme le héros d'une histoire, mais qu'il y a toujours forcément un décalage entre ce qu'on raconte et ce que l'on cache, ou ce que l'on prétend être, et ce qu'on n'arrive pas à être. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça, oui. J'utilisais le mot médiocrité parce que le mot est utilisé dans le film. À un moment, donc le cinéaste est en train et se retrouve dans un endroit, un site architectural, un site historique, et assiste à comment dire, à la présentation d'un monument organisé par une guide. Et puis, il se retrouve une deuxième fois, et à un moment, ce guide raconte les faits et gestes d'un personnage important dans l'histoire sud-coréenne, qui est l'amiral Yi. D'ailleurs, il y a même eu des films, des livres qui ont été écrits là-dessus. Tout ça. Et à un moment, il y a un des touristes qui écoute ce guide, qui lui dit: mais est-ce que on n'a pas trop exagéré concernant l'amiral Yi, parce que parfois l'histoire peut être faussée? Elle s'énerve, mais comme on est dans un film en Sang Soo, c'est progressif. Hein. L'énervement, elle est progressive. Hein. Au départ, il y a un peu pas de consternation, mais de surprise, un peu de déception, et puis d'un seul coup, bon, bah, c'est comme au tennis, on joue longuement, et puis à un moment, il y a un S qui apparaît, un revers qui apparaît, et la guide dit en gros, si on remet en cause, si on dévalorise les grands personnages de l'histoire, ça montre la médiocrité de notre vie. Bon, il y a ça. Ok. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. En plus de cela, comme on connaît un peu le cinéma dans Sang Soo, on est intrigué par ça. Et puis plus tard dans le film, donc ce cinéaste-là est en train de dormir, et il rêve qu'il croise l'amiral Yi assis sur un banc normalement, et l'amiral Yi lui dit à ce cinéaste, il lui dit: mais en fait, il faut juste que tu regardes avec tes yeux, et que tu vois avec tes propres yeux, mais surtout pas à travers les yeux des autres. Donc, il y a une espèce de contradiction avec le rapport à l'histoire et tout ça. Et c'est pour ça que je parlais de médiocrité. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très juste. Je suis content que tu en parles. Oui, j'avais oublié qu'ils utilisaient ce mot-là. Oui, c'est une scène incroyable. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi dans le film donc cette thématique de l'histoire, peut-être du patriotisme, avec la personnage du guide historique qui est très importante. Oui, ça me paraît très juste. Oui, je pense, je pourrais rajouter deux choses. Je pense que moi, j'y ai vu aussi un rapport du coup à la masculinité, au virilisme. Peut-être qu'il y a pour les personnages masculins, que ce personnage
historique peut aussi être comme une figure héroïque, militaire, pourrait peut-être jouer comme un modèle pour eux. Et évidemment, ça va amener du décalage puisqu'ils n'ont rien, ils n'ont rien, eux, de ces attributs masculins, ou en tout cas, on va clairement les déconstruire et les montrer sous un jour ridicule. Et oui, et d'ailleurs, le personnage, l'un des deux personnages, je pense que c'est Joe, le réalisateur, a fait son service militaire ou a été dans l'armée, c'est aussi mentionné. Donc, ouais, je pense qu'il y a peut-être que Aung San Suu Kyi utilise peut-être ça pour jouer avec un certain rapport à la masculinité. Et oui, et ensuite, parce que je t'interromps parce que la guide lui dit dans le restaurant, qui offre une des plus belles scènes du film, lui dit qu'elle est habituée à sortir avec des durs à cuire. Oui, c'est ça. Et lui renchérit, oui, mais je fais de la poésie. C'est une scène extraordinaire. Oui. C'est très drôle. Oui, je pense que c'est ma scène préférée du film, oui, quand elle se rend compte qu'elle sort toujours avec le même profil. Oui, donc ça, je pense que c'est très pertinent. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que ça peut être une clé de lecture aussi, murmurée par Aung San Suu, donc le fait de regarder avec ses propres yeux. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut trouver dans plusieurs de ses films. Et qui peut être en lien du coup avec l'ivresse, ce qui m'a paru intéressant aussi, que dans ce film-là, comme dans d'autres, l'ivresse, au contraire de ce qu'on pourrait attendre à première vue, est aussi un moyen un révélateur et un moyen d'accès à l'expérience sensible. Et je pense que c'est David Fonseca qui en parle dans son texte sur le rayon vert, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Dans Juste sous vos yeux, au tout début, je crois, le personnage principal féminin dit quelque chose comme ça, dit que le paradis se trouve toujours devant nos yeux. Donc, en gros, le présent, c'est ce qui se passe devant nos yeux et c'est le paradis. Il y a quelque chose de cet acabit-là. Donc, je referme cette parenthèse, mais tu pourras rebondir après. Juste, je prolonge ce que tu disais par rapport à l'ivresse. Dans les notes que tu m'as envoyées, tu disais effectivement qu'il y a le rapport entre le vrai et le faux. Je te cite: les beaux discours, le poème des séducteurs contre la lâcheté, les mensonges et le pathétique, et finalement le rôle de l'alcool dans tout ça. Mais cette ivresse dont tu parles, et le mot est vraiment approprié, hein, c'est de l'ivresse. C'est parce que arrive au-dessus de l'ivresse, c'est autre chose. Ça ne donne, il n'y a plus de narration. Il y a juste une illusion de narration. Donc, il n'y a plus vraiment de partage. C'est très troublant de dire ça, mais dans l'ivresse, chez Aung San Suu, il y a toujours du partage. Alors, le partage, ça peut se faire autrement. C'est pas que ça peut pas être que de la douceur. Ça peut être aussi de la violence. Je pense à la maman qui frappe avec un cintre le tibia de son fils. C'est une scène impressionnante. Donc, il y a de cela. Et est-ce que dans ce film, par rapport au rôle de l'alcool, est-ce que l'alcool dans ce film, comme dans l'introduction, par exemple, dans la fin d'introduction, est-ce que l'alcool est un moteur narratif, mais un véritable moteur narratif? C'est-à-dire que grâce à l'alcool, paradoxalement, il va y avoir comme ça des décisions qui seront prises et qui seront importantes dans l'évolution des personnages. En tout cas, c'est un motif essentiel dans la narration. Est-ce qu'il entraîne les actions? Ça faudrait voir, mais en tout cas, oui, je pense que c'est clairement un aspect essentiel de la narration. Et en plus, je pense qu'il faut noter, c'est assez particulier dans ce film-là, vu que nous avons, donc, pour revenir encore une fois sur la structure, donc deux personnes qui boivent de l'alcool et pour se remémorer des souvenirs qui contiennent aussi des moments de beuverie. Donc, c'est presque un film alcoolique au carré, si tu me permets l'expression. Je te permets.
Oui, donc je pense que c'est clairement un aspect à approfondir ici. Oui, moi, ce que je trouve très intéressant, donc en plus de ce rôle de révélateur dont on a déjà parlé, c'est effectivement qu'il arrive toujours à être, en même temps, c'est l'alcool, voilà, du retour sur soi. Ça nous permet de repenser à quelque chose, de révéler des choses sur nous et de peut-être les répéter, les revivre, mais en faisant ce petit pas de côté ou en ayant ce regard un peu décalé qui peut permettre peut-être d'évoluer ou de changer. Voilà, et effectivement, alors pour revenir à la note que tu citais, dans ce film-là, c'est assez incroyable, ce rapport vraiment entre les belles paroles du séducteur, du poète. Il y a plein de scènes où il se récite des poèmes et le côté totalement pathétique, totalement ridicule que les personnages peuvent avoir, notamment sous l'influence des boissons. Avec le recul, et j'imagine que tu as dû revoir le film pour préparer l'émission, qu'est-ce qui, dans un premier temps, quel serait l'aspect qui t'a vraiment sensibilisé dans ce film? Au niveau de la mise en scène, j'entends bien. Oui, pour la mise en scène, donc bon, comme j'en ai déjà parlé, l'utilisation des photos en noir et blanc et le décalage avec la couleur, ça m'avait beaucoup marqué. Sinon, au niveau vraiment de la mise en scène, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, c'est pas très original, mais oui, les scènes longues, les plans séquences sur la durée. Et allez, on l'a déjà évoqué, mais allez, pour le plaisir, je me permets de revenir à cette scène du restaurant que je trouve, du point de vue de la mise en scène, aussi est très marquante, où donc ils sont tous les deux en train de manger du soju, de boire quelques verres, et puis il commence à il lui parle de son poème, c'est ça, oui, il lui donne le papier sur lequel il a écrit le poème, et là, je trouve ce mouvement incroyable. Du coup, ils étaient assis, plus ou moins assis à genoux, donc pour manger. Elle se couche par terre, et du coup, elle s'approche de l'écran, de la caméra, et la caméra ne cadre qu'elle toute seule. Elle commence à lire le poème, et ça devient très touchant. Et puis lui se rapproche. Il y a le petit baiser, puis ils se remettent à table comme si de rien n'était, et ils trinquent. Je trouvais ça très visuellement très beau à voir. Il y a plusieurs tons, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Et voilà, peut-être un côté un peu enfantin. Je pense c'est aussi un des aspects qui pourrait être qui peut-être traverse tout le film. Voilà, je ne sais pas, le fait d'en une fois se coucher par terre, c'est quelque chose de pas du tout conventionnel, je pense, d'assez inattendu, peut-être un retour à une certaine innocence ou à un côté un peu enfantin. Voilà, je pense que en tout cas, c'est une scène qui m'a beaucoup marqué, que voilà, je n'ai pas encore tout compris, donc je pense qu'on peut encore y découvrir pas mal de choses. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Oui, c'est grâce à toi que j'ai autre chose à dire, donc je vais les dire, mais surtout, je rappelle un truc, je ne veux pas être moraliste, mais c'est bien parfois de ne pas comprendre. Évidemment. Oui. C'est vraiment mieux, c'est plus intéressant. Donc, ça nous laisse encore la possibilité d'explorer le film. Et puis, c'est très bien de ne pas comprendre. Mais cette séquence est génialissime. Et dans tes notes, tu en soulèves d'autres. Et je suis entièrement d'accord avec celles que tu soulèves. Par exemple, cette séquence incroyable où donc cette même personne, ce guide, apprend que son copain officiel le trompe, pardon, et donc elle le surprend,
Et à ce moment-là, elle lui dit tu vas monter sur mon dos et ensuite je pourrais te quitter comme ça. Oui. Et il s'exécute et ça donne une situation vraiment très cocasse, très burlesque. Tu évoquais aussi dans les notes que tu m'as envoyées la séquence du SDF. Oui, Pardonnez-moi de nommer cette séquence de manière assez basique, mais c'est exactement ça. Il y a la maman aussi, à un moment, qui frappe son fils avec un cintre. Le fils a quand même plus de 30 et quelques années. Il y a plein de choses comme ça. Il y a ce poète qui est très agressif aussi par moment. Toutes ces séquences-là, j'ai l'impression que c'est une partie de la filmographie d'Ang Sang-soo. On est vraiment très proche. Alors, on est dans le style d'Ang Sang-soo, mais on est très proche d'une espèce de comédie slapstick, voire du remariage du cinéma hollywoodien des années 30 et 40. Il y a un truc comme ça, il y a des figures qu'on peut retrouver, qu'il aurait peut-être emprunté et ensuite qu'il aurait adapté à son regard, à son style, et qui donne des séquences extrêmement hilarantes de par cette distance, distance très clinique. Je trouve que c'est un film très drôle et très burlesque. Le burlesque chez Ang Sang-soo de cette période-là, travaillé dans ces séquences-là, il y a comme ça un effet de burlesque triste, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais elle marque, ces séquences marquent en tout cas. Ah oui, c'est très intéressant. Je n'avais pas pensé à faire un lien avec le slapstick ou la comédie de remariage. Oui, ça me paraît très intéressant. Mais oui, c'est ce qui est vraiment marquant, oui, c'est ce ton entre l'humour et un petit peu la pitié ou le côté, oui, le côté triste de ces personnages-là qui ont l'air tellement ridicules, mais en même temps tellement attachants, tellement humains. Et c'est vrai, oui, c'est vrai, on ne le dit pas assez qu'on rit beaucoup chez Aung San Suu, donc je suis content qu'on peut le rappeler. Qu'on peut le rappeler. Est-ce que, et ce sera peut-être ma dernière question, c'est une question on va un peu supputer, donc on va pas forcément faire de la critique au cinéma, là, pour le coup, on va supputer. Mais d'après ce que l'on voit dans le final, dans cette séquence, dans ce plan final, très beau d'ailleurs, une question un peu bizarre, je l'avoue. Est-ce que, j'ai l'impression que dans ce film-là, j'ai l'impression que Aung San Suu avait envie de terminer ce film, avait envie de terminer, de raconter cette histoire. Parce que dans beaucoup de ces films, j'ai jamais cette sensation-là. J'ai toujours la sensation qu'il n'a pas envie de la terminer, cette histoire, que le film se termine, mais qu'il n'a pas vraiment envie. Et c'est pour ça que le film d'après, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la continuité, mais une continuité discrète. J'ai l'impression qu'avec celui-ci, il y a une envie comme ça de terminer, d'en finir. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est intéressant. Je pense pas avoir ressenti cela, mais c'est une question intéressante. En tout cas, voilà, encore une fois, on parlait de moyens tout simples, mais pour raconter quelque chose que personne d'autre ne raconte comme lui. Le fait de terminer avec l'écran noir et le rire des personnages, le titre qui se manifeste devant nous. Oui, donc il termine, je pense, en trinquant et puis on les entend rire, mais on ne voit plus rien. Donc c'est comme si, voilà, bon, je vais peut-être du coup aller dans le sens contraire de ce que tu indiquais. Pour moi, c'est peut-être comme si les personnages continuaient à vivre après la fin du film, ou en tout cas que quelque chose qui est au-delà du langage, voilà, le rire qui continue à traverser l'écran et à nous accompagner. Ha ha ha, 10e film de Aung San Suu. Je suis persuadé qu'il l'a fait exprès pour celles et ceux comme nous, pour tous les spectateurs qui demandent. Oui. C'est comme Jean-Luc Godard qui disait quelques jours après Je vous salue Marie, je disais j'aime beaucoup l'idée qu'on arrive devant la billetterie, on dit je voudrais un billet pour Je vous salue Marie. C'est trouvé. Et donc je pense qu'il l'a fait exprès. Un film vraiment intéressant. Que nous conseillons en tout cas de voir, de revoir en tout cas, film disponible en DVD, Blu-ray, voire les plateformes VOD.
C'est son 10e film et il y a quand même des choses qui restent de ce film et qui sont vraiment très, très intéressantes. Et pour en parler, c'était Jérémy Quick de la revue Le Rayon Vert, la revue belge, comme on le dit dans Facebook. C'est une revue fondamentale et importante. Je vous invite aussi à regarder les papiers qui ont été écrits dans le cadre du cycle Aung San Suu Kyi chez Le Rayon Vert, qui sont papiers passionnants. Et Jérémy, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Oui. Merci à toi, Samir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.